Bonjour, je suis Christian Henriot, je suis historien de la Chine moderne et contemporaine et je suis le fondateur de l'Institut d'Asie orientale à Lyon qui fête cette année, en 2023, ses 30 années d'existence. Aujourd'hui, j'aimerais raconter cette histoire en commençant par ce qui l'a précédée. Car en effet, on ne crée jamais, ou pratiquement jamais, une institution scientifique ex nihilo. Il faut en effet avoir réuni les conditions, essentiellement des conditions matérielles, et aussi bien sûr des personnes, des chercheurs, qui puissent porter le projet scientifique que l'on veut développer. Donc une histoire a toujours une préhistoire, et je vais commencer par cette préhistoire dans ce premier épisode. En 1985, j'ai été nommé maître assistant dans le département d'études chinoises à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'étais fraîchement diplômé, j'avais obtenu mon doctorat en 1983 et après une période relativement courte d'incertitude, j'intégrais finalement l'université, ce qui avait été depuis longtemps mon choix prioritaire. En arrivant à Lyon 3, j'avais l'ambition non seulement d'enseigner, de former des jeunes esprits, mais aussi de continuer à faire de la recherche. En 1984, peu après ma soutenance, je m'étais déjà inscrit en doctorat d'État sous la direction de Marie-Claire Bergère et j'avais l'intention de poursuivre ce projet qui me passionnait et qui, in fine, a abouti à mon travail sur la prostitution. Je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait en fait pas d'infrastructure de recherche. J'avais des collègues, bien sûr, 3 autres collègues dans mon département, qui faisaient de la recherche de façon relativement individuelle, mais sans moyens. Or, j'avais fait l'expérience, j'avais eu le privilège d'avoir été formé aux États-Unis, à l'université Stanford, de bénéficier de conditions qui pour moi à l'époque étaient normales, mais je me suis rendu compte très très vite que ces conditions normales existaient en très peu d'endroits. Et en tout cas, elles n'existaient pas à Lyon. J'ai compris aussi assez rapidement qu'en fait, sans une infrastructure de recherche, il n'y aurait pas moyen d'avoir des crédits qui permettent d'acheter de la documentation ou de faire du terrain. La toute première initiative que j'ai prise, en 1986, l'année après ma nomination, a été de créer un centre de recherche, le Centre de recherche sur l'Extrême-Orient contemporain, le CREOC, qui a réuni en fait les enseignants-chercheurs de chinois et les enseignants-chercheurs de japonais. En fait, ce centre, pour être honnête, n'a pas une très très grande existence parce qu'au fond, il n'y avait pas vraiment de dynamique de recherche à ce moment-là dans le département. Je reviendrai sur ce point un petit peu après. Néanmoins, elle m'a permis d'obtenir déjà un premier financement de l'université. Alors ça n'était pas extraordinaire, ce n'était pas mirobolant, puisque c'était une somme de 5000 francs annuels. Et quand j'ai reçu cette notification, je me suis dit, ça ne va pas le faire, il va falloir faire autre chose. Ces 5000 francs annuels m'ont quand même permis d'organiser un premier colloque pour créer un peu une dynamique de recherche en faisant venir des chercheurs de l'extérieur. Et ce premier colloque a donné lieu à cette publication, La femme en Asie orientale, qui a été la première publication, et la seule d'ailleurs, de ce centre sur l'Extrême-Orient contemporain. En fait, j'ai aussi eu la chance qu'en 1986, la région Rhône-Alpes a eu la très bonne idée, à l'initiative du président Charles Béraudier, de signer un accord de partenariat, on appelait ça un jumelage, entre la région Rhône-Alpes et Shanghai. Je me suis dit qu'il y avait là une possibilité peut-être de trouver un soutien, des financements. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir le vice-président de la recherche de la région, à l'époque Xavier Hamelin,
pour lui dire, écoutez, voilà, la région vient signer cet accord de jumelage avec Shanghai. C'est parfait parce que de notre côté, nous avons des compétences dans ce domaine-là. Nous pouvons mener des travaux qui pourront éventuellement éclairer la région ou qui pourront en tout cas faire connaître mieux Shanghai aux décideurs locaux. Et je suis reparti du bureau de Xavier Hamelin avec un crédit de 87 000 francs. Donc tout d'un coup, mon budget est passé de 5 000 à 87 000. Cela nous a permis d'acheter de la documentation, des livres, de souscrire à un bon nombre de quotidiens chinois, de revues chinoises. Ça coûtait très très peu cher à l'époque. Cela nous a permis d'acheter du matériel. J'ai acheté les 2 premiers Macintosh de notre centre. Et enfin, cela nous ouvrait la possibilité de pouvoir aller faire du terrain à Shanghai même. Comme je l'ai dit, le centre de recherche sur l'extrême-orient contemporain n'a jamais vraiment démarré en tant que centre, entre structure de recherche. En revanche, à l'intérieur de cette structure, un petit groupe s'est formé, qui s'est donné un nom, le groupe de recherche sur la Chine contemporaine, qui comprenait un petit nombre de gens. La plus ancienne est très certainement Chelou, actuellement professeur à l'université Lille 3, qui a été une compagne de route scientifique depuis cette époque. Il y avait aussi Jean-Louis Rocard, qui venait de soutenir, ou qui n'a peut-être pas encore soutenu, et qui était enseignant à la faculté catholique. Et puis, on a agrégé autour de ce petit groupe des gens qui étaient un petit peu de passage, en quelque sorte, mais qui ont quand même trouvé leur place, parfois pendant un temps assez long. Par exemple, comme Françoise Gède, architecte, qui faisait sa thèse sur l'habitat à Shanghai sous la direction de Marie-Claire Bergère, elle aussi. Et progressivement, ce petit groupe s'est structuré. Et le problème que je rencontrais pour aller au-delà de ce niveau, c'était de lui trouver un lieu. Parce qu'en effet, j'avais de l'argent, j'avais de la documentation, mais on n'avait pas vraiment de lieu où se poser. À Lyon 3, on m'avait donné un bureau au fond d'une salle de cours, et si j'allais dans ce bureau et qu'un cours commençait, j'étais coincé dans le bureau. Ça n'était donc pas très optimal. À ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il existait une nouvelle structure à Lyon qui s'appelait la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme. Et je suis allé voir son directeur, Yves Lequin, qui par ailleurs était aussi le directeur du centre de recherche Pierre Léon, centre de recherche historique. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais bien développer toute une activité de recherche sur la Chine, et j'aimerais trouver ma place quelque part dans la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme. Alors, comme nous n'étions pas un groupe reconnu, il m'a proposé d'intégrer personnellement le centre Pierre Léon, d'y développer un axe sur la Chine, et de ce fait, cela m'a permis d'avoir un bureau à la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme, en fait un bureau et un deuxième bureau aveugle qui est devenu notre bibliothèque. Et ça a été vraiment le point de départ véritable de notre activité, parce qu'on avait un lieu où on pouvait se poser, on pouvait travailler, un lieu où on pouvait consulter la documentation, la déposer bien sûr, et un lieu ouvert en permanence. C'est-à-dire que quelque chose qui nous a beaucoup plu dans cette institution, c'est le fait de pouvoir accéder à nos documents, à nos bureaux, à tout moment. C'est quelque chose qui était tellement important que lorsque, plus tard, nous avons déménagé, nous avons fait en sorte d'avoir ces conditions d'accès qui ne sont pas du tout quelque chose d'évident dans l'université française. Avec cet argent que nous avons reçu de la région Rhône-Alpes, nous avons pu donc réaliser un certain nombre de travaux, et comme nous nous étions engagés, nous avons produit de la connaissance. Alors bien sûr, nous avons produit en publiant chacun ici et là dans différentes revues, mais nous avons aussi produit un ouvrage. Cet ouvrage, là aussi, c'était la première création de ce groupe de recherche,
sur Shanghai dans les années 80, études urbaines. Cet ouvrage, comme le précédent, n'était pas de grands ouvrages, c'était des débuts modestes, mais d'une part, ils nous ont permis de publier, ils nous ont permis de nous faire connaître, ils nous ont donné de l'expérience dans la préparation de projets scientifiques, dans le travail éditorial aussi, et enfin, ils nous ont aussi aidés à construire des projets. Et c'est à ce moment-là que la région Rhône-Alpes, là encore un acteur majeur dans le développement des études sur la Chine à Lyon, a mis en place le PPSH. PPSH pour Programme Pluriannuel en Sciences Humaines. C'est-à-dire une sorte d'agence ou de pré-agence de financement de la recherche en sciences humaines et sociales fondée sur le fait de déposer des projets, de les évaluer et de sélectionner les meilleurs, en tout cas d'en sélectionner un certain nombre. C'est dans ce cadre que j'ai déposé un projet sur la réforme des entreprises industrielles à Shanghai. Un projet auquel ont concouru, là encore, Chelou, ainsi que Jean-Louis Roca et François Chedd, même si, in fine, ils ont choisi de se retirer dans la partie finale du travail. Et ce financement-là nous a permis non seulement de retourner sur le terrain, faire des enquêtes directes par entretien dans les entreprises, de mener une grande enquête auprès d'une centaine d'entreprises industrielles, mais aussi de construire la première base de données avec FileMaker sur les entreprises chinoises. Et là encore, voilà, ça a donné comme résultat cet ouvrage, La réforme des entreprises en Chine. C'est donc le troisième ouvrage que nous avions réussi à publier entre 1987. Alors la réforme est sortie en 1996, mais en fait il a été terminé, il a été achevé en 1992. C'est donc là, en quelque sorte, les éléments qui nous ont fait connaître, qui ont permis de montrer qu'il y avait une activité scientifique sur la Chine. Et ceci a rencontré une autre initiative, celle-ci venue du ministère enfin, c'était pas un ministère, c'était le secrétariat d'État à la recherche, où se trouvait un autre personnage, Maurice Garden, historien, initialement venu de Lyon, qui a mis en place la contractualisation, ce que maintenant tout le monde connaît, auquel on est confronté tous les 4 puis 5 ans, les contrats quadriennaux puis quinquennaux. Et c'était une initiative importante parce qu'elle nous a permis, à ce moment-là, de déposer un projet scientifique qui était reconnu, validé par le ministère, et nous avons été labellisés Jeune Équipe, c'était une des catégories de l'époque. Et donc au sein de l'université, nous avions désormais des moyens assurés sur une période de plusieurs années, 4 ans en l'occurrence, pour continuer à développer le travail que nous avions engagé. Voilà en résumé un peu la préhistoire de l'Institut d'Asie orientale. Elle réunit un petit nombre d'individus qui ont contribué de manière significative. J'en ai oublié certainement parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des personnes de passage en quelque sorte, étudiants avancés, doctorants, un jeune collègue chinois, Pao Xiaochun, qui est venu à la faveur d'une bourse du ministère des Affaires étrangères. Voilà, toutes ces personnes-là ont contribué à ce démarrage qui a pris racine, une fois encore, dans cette institution particulièrement fertile qu'a été à l'époque la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette préhistoire qui a créé les conditions pour la création de l'Institut d'Asie orientale. Néanmoins, on n'est pas passé de l'un à l'autre comme ça. Il y a fallu des circonstances particulières. Et ces circonstances particulières tiennent dans le fait que, eh bien, le groupe de recherche contemporaine,
le groupe de recherche sur la Chine contemporaine s'était fait connaître et nous avions notamment collaboré un peu avec une sociologue de Lyon 2 qui s'était trouvée engagée dans une sorte de mission d'étude, d'expertise et un peu de recherche-action à Canton, à la faveur de la construction du métro de Canton qui avait été confié à une société française. Et cette sociologue, Catherine Paradès, est devenue par la suite, en 1990, directeur scientifique adjoint au département SHS du CNRS. C'est elle qui, quelque part, avait dans sa mémoire que nous existions et qui a parlé de nous au moment où une action beaucoup plus globale au niveau du gouvernement français a permis la création d'entités de recherche, notamment en dehors de Paris.